Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Première vidéo de l'année 2024, je vais y arriver. Donc aujourd'hui je viens me poser pour papoter un petit peu avec vous pour ce nouvel épisode de vlog justement. On est le mercredi 23 ou 24 avril et il est bientôt 10 h. Donc pendant les vacances scolaires dans le Gers se sont terminées. Je vous parle de vacances scolaires parce qu'en fait je suis en service civique dans une école élémentaire, donc je me cale sur les vacances, voilà, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire aussi à côté. Et donc les vacances scolaires sont terminées. Donc pendant les 15 jours j'ai tourné plusieurs petites vidéos pour pouvoir justement vous faire un vlog. Je suis avec ma grosse polaire et pas du tout esthétique, mais il fait très froid. Comme je pense aussi chez vous, à la majorité des régions en France, il n'est pas très chaud. Et c'est pareil pour le Gers. Donc ça fait très longtemps que je suis pas venue en vidéo. Honnêtement, je sais pas si je reviendrai régulièrement cette année parce que j'ai pas mal de choses à gérer au quotidien. Depuis septembre 2023, je suis en service civique dans une école, voilà, comme je l'ai dit. À côté, je gère toujours au Jardin des Femmes et puis aussi les quelques consultations, symptothermie, naturopathie. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de choses déjà à caser dans les semaines. En plus de mes passions à côté, voilà, que j'ai pas envie de laisser tomber parce que c'est pour ça aussi que je vis. Voilà. Beaucoup de choses à raconter. Quoi dire, par quoi commencer? Le service civique que je fais dans une école, donc dans une classe de CE2-CM1, j'ai décidé de faire un service civique. En fait, il fallait que je trouve un travail tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent de manière assez fixe et régulière, si possible. Et parce que j'ai un prêt étudiant notamment à rembourser, et puis parce que j'aime me former en continu, donc, et puis aussi pour le jardin. À la fin de l'année 2023, j'ai fait ma comptabilité, donc sur quelques mois seulement, c'était de septembre à décembre. Et donc j'ai gagné la moitié de ce que j'ai dépensé pour le Jardin des Femmes. Voilà. Et d'ailleurs, ce week-end, dans les jours à venir, il faut que je fasse ma déclaration de revenus. Voilà, donc dernière grosse paperasse à faire. Voilà, donc c'est vrai que je suis pas trop administratif, mais bon, faut le faire, de toute façon, obligé. Donc voilà, pour au Jardin des Femmes. Donc voilà, je devais trouver un travail et ma petite sœur avait trouvé un service civique à l'école du village où on se situe. Et puis, en fait, ils prenaient 2 personnes. Puis je me suis dit, comme il y avait d'autres candidats, je me suis dit que je ne vais pas mettre en concurrence avec ma soeur, parce que bon, voilà, je trouvais pas ça très chouette. Et puis, à un moment donné, je vais à la boulangerie, et puis là, je vois une annonce dans un village voisin, ils cherchent un service civique pour l'école. Donc, tout de suite, j'appelle pour pouvoir candidater. La directrice, super contente et tout, elle me reçoit. Et donc, c'est dans une petite école, il y a 40 élèves, 2 classes, il y a 4 niveaux au total, mais il y a 2 classes. Donc ça va du... non, il y a 3 niveaux du coup. Du CO2 au CM2. Voilà. Donc c'est vraiment une superbe expérience pour moi qui va bientôt s'achever quand même. Hein, ça avance. Il ne reste plus que 3 mois. Et donc 3 mois de salaire aussi. C'est aussi les réalités. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une expérience... très positif pour moi. L'institutrice avec qui je suis, c'est en fait les deux. Dans les 2 classes, les instituts, c'est leur dernière année. Ils partent à la retraite. Et c'est vraiment, je pouvais pas tomber mieux, je crois, au niveau de l'école. Très ouvert d'esprit. Vraiment, par exemple, cette année, on a travaillé sur le thème des sorcières. Ça tombait pile poil bien, quoi. Donc bref, c'est vraiment une très belle expérience. Ça me permet de voir aussi les difficultés que peuvent rencontrer les enseignantes
et enseignants, hein, à travers leur métier. En fait, dans notre classe, il y a 2 niveaux, mais en fait, il y a plus que 2 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a seulement 20 élèves et on est 4 adultes, une enseignante et service civique et 2 ESH. Et ça tourne parce qu'en fait, on est 4 adultes pour 20 élèves seulement. Enfin, c'est énorme. Enfin, et se rendre compte aussi de ce que c'est que le métier de l'enseignement. Voilà, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça permet vraiment de se plonger au cœur d'un métier et de voir les aspects positifs, mais aussi les difficultés qu'on rencontre. Et c'est trop bien de travailler avec les enfants parce qu'on les voit évoluer, ils se posent des questions et aussi parfois ils te mettent des claques. Enfin, moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, c'est eux qui nous enseignent, qui nous apprennent des choses. Et si on a cette humilité de se mettre, d'être simplement à l'écoute de ce qu'ils nous racontent, c'est trop beau, quoi. Parfois, ils sortent des trucs, mais c'est tellement spontané, tellement beau, tellement authentique. Enfin, c'est génial. Bref, le service civique est vraiment une très belle expérience pour moi. Très contente d'avoir fait ça. Et donc, après ce service civique, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Pour le mois de juillet-août, j'ai travaillé, sûrement bossé un peu avec mon père qui fait les marchés. Voilà. Et puis après, en septembre, j'ai postulé aussi pour le métier d'AESH, au rectorat de Toulouse. Donc on verra bien s'il y a une réponse ou pas pour ça. Puis sinon, on ira travailler à Carrefour. Voilà. Voilà pour l'aspect travail. Travail. Un des travails que je fais. Ensuite, au jardin. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin? Pas mal de choses. Je voulais parler des rosiers un petit peu. Donc, ça va être complètement décousu, hein, excusez, mais... on a aussi entrepris de clôturer ma parcelle parce que, comme je vous l'ai déjà dit sur les mois précédents, l'année dernière, j'ai eu des dégâts avec les chevreuils. Donc il y a eu encore un petit peu de dégâts parce que c'était pas clôturé donc sur mes rosiers, mais en fait ce que je remarque surtout c'est qu'ils mangent les premiers bourgeons. Donc après les rosiers vont refaire des bourgeons, il n'y a pas encore les boutons, mais quand même je tiens à préciser. J'ai mis in extremis là, je l'ai mis rapidos le grillage parce qu'on a commandé tout ce qu'il fallait, les poteaux sont plantés, mon frère a mis le premier tendeur, mais là il est parti pour le travail, donc il n'a pas pu finir la clôture entièrement, mais le grillage est déjà là. Donc en fait moi j'ai dû mettre, avec ma mère on a mis très rapidement le grillage parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait sûrement un chevreuil qui passait et qui me bouffait mes boutons de rosier. Donc là c'était plus possible, clairement c'était vraiment pas possible. J'achète pas des rosiers pour ne pas avoir de roses. Voilà, déjà que j'ai 2 rosiers qui me font pas de fleurs. Voilà, c'est les rosiers Centifolia, les rosiers de Grasse. Eux ils ont décidé, là c'est leur 2e année, ils disent non, toujours pas de fleurs. Voilà, donc clairement ça me chatouille un peu. Voilà, donc j'ai clôturé vite fait en fait, j'ai mis avec des ficelles, j'ai accroché au poteau, mon frère refera bien tout ça quand il reviendra, quand il aura le temps. Mais voilà, en tout cas c'est clôturé, c'est pas hyper haut. Du coup j'ai rajouté une ficelle à clôture là, pour augmenter un peu la hauteur, parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient oui Louise fais attention parce que le chevreuil ça saute et tout. Alors c'est vrai, je l'entends, sachant que moi ma parcelle elle est entourée, elle est sur les 4 hectares, donc il y a quand même d'autres espaces où ils peuvent manger. Il faut savoir aussi qu'on a clôturé une partie de la parcelle parce qu'on a un chien loup tchèque et donc on a mis vraiment de la hauteur, donc les chevreuils malheureusement ne pourront plus passer. Ça c'était un dilemme, hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, clôturer ou pas, parce qu'en fait ça prive d'espace naturel les animaux sauvages. Donc c'est vrai que ça, mon frère ça l'embêtait beaucoup, mais notre chienne en fait, le chien loup tchèque a tendance à fuir, à fuguer. Donc elle va toujours voir le chien du voisin, c'est son meilleur pote, mais bref. Et donc il faut quand même faire attention avec le chien loup tchèque, donc on a dû clôturer. On n'a pas tout clôturé, au nord c'est pas clôturé, mais au sud on a clôturé une partie. Donc forcément il y a moins de chevreuils qui passent aussi, n'empêche qu'ils passent parce qu'ils sont venus bouffer certains boutons de mes rosiers comme je vous l'ai dit. Donc j'ai clôturé vite fait, voilà. Et pour le moment ça va. Donc mes rosiers à plusieurs variétés, donc je redis, j'ai Damas Centifolia donc de Grasse, et puis comment il s'appelle lui, Provins, je sais jamais, oh là là,
je sais plus. Provins ou province, là, voilà. Le province, je sais plus. C'est celui qui fleurit le plus tardivement. Donc pour le coup, lui, il ne sait pas manger les bourgeons par les chevreuils parce qu'il n'est pas encore en bourgeon quand la chevreuil passe. Le damas, c'est le premier à me faire ses boutons. Là, il va fleurir pour le mois de mai, mais c'est vrai que là, il fait froid. Ils ont prévu une semaine de flotte. Donc j'espère qu'il ne va pas trop ouvrir ses fleurs à ce moment-là parce que sinon, ça va être un petit peu galère pour récolter. Donc, mes rosiers viennent de... Mes premiers rosiers que j'ai achetés viennent de la roseraie Duché. Voilà, qui sont pas certifiés bio, il me semble. Hein. Bon, ça encore, moi je suis pas certifiée bio, donc ça me dérange pas. Puis de toute façon, après, moi je mets pas de produits, donc je m'en fiche. Ensuite, j'ai acheté aussi des rosiers sur un marché aux plantes à Ordan-la-Roque. C'était la roseraie ou le jardin du Talos, un truc comme ça, qui font aussi des envois. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Par contre, je les trouve pas très aimables, dans le sens où j'avais appelé, mais ils sont pas très commerçants, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aimais bien aller au marché aux plantes pour aller sur place et acheter directement. Mais en fait, le marché où ils venaient n'a plus lieu. Voilà, c'était l'un des plus beaux marchés, mais pourquoi il n'y a plus lieu? Dégoûté. Bref, donc je pense que je leur passerai quand même. Je verrai deuxième tentative de passer commande chez eux en octobre prochain, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Beaucoup de variétés de... Moi je cherche surtout les rosiers anciens botaniques. Voilà, donc Duché, Talos. Et là, pour cette année, j'ai commandé à la roseraie des Merles. Très commerçant, très bien. Ouais, c'est vraiment très bien. Donc en fait, vous avez un bon de commande sur le site internet que vous remplissez, vous envoyez avec un chèque. Et donc voilà, vous avez vos rosiers. Donc moi, j'en ai pris deux. Rosier Marie-Louise et rosier violacé. Voilà, donc j'ai hâte de les voir fleurir. Voilà, j'avais fait des boutures à l'automne et une vingtaine au moins, une bonne vingtaine. C'était bien parti et puis là, pouf, ça retombait comme un soufflet, mais genre sévère. Hein. J'ai peut-être encore 5 boutures en lice, les autres elles sont toutes crevées. Ça n'a pas bien pris, non, ça n'allait pas. Voilà, donc j'avais mis directement en terre, hein, moi, parce que je ne me prends pas trop la tête. Il y a une bouture ici que j'avais fait, pourtant, hein, le damas, je l'avais déjà bouturé plusieurs fois et il reprenait pas mal. Là, j'avais fait une bouture vite fait dans la serre, enfin, juste ce qui reste, le sol de la serre. Et elle a très bien repris, et là, elle est en fleurs, c'est l'un des plus beaux d'ailleurs, rosier. Mais voilà, les autres n'ont pas bien repris. Alors quand même, tout ce que je mets dans la serre là, ça pousse mais merveilleusement bien. J'aimerais que tout mon jardin soit comme la serre en fait, parce que tout pousse trop bien. Donc je mets beaucoup de choses. Puis en fait, la serre c'est un endroit aussi où j'ai moins de catastrophes. J'arrive mieux à gérer. Bah forcément c'est tout petit. Et même pour les limaces, tout ça, j'arrive mieux à gérer. Je vais vous reparler des limaces après. Aussi, en décembre, à Noël, j'ai mon oncle qui m'a offert ces boutures de framboisier. Le genre de cadeau qu'on offre à une paysanne herboriste. Et j'étais très très contente. J'ai fait, je sais pas combien de boutures là, avec tout ce qu'il m'a donné. Au moins une trentaine, quarantaine de boutures il y avait. Que j'ai plantées dans mon jardin à différents endroits, mais aussi à l'extérieur sur les parcelles qui ne sont pas clôturées pour que les animaux sauvages puissent en bénéficier. C'est moyen. C'est moyen. Ouais. Je sais pas trop en fait si ça vivote. Je sais pas vraiment pas ce que ça va donner. Donc pour l'instant je peux vraiment pas me prononcer. C'était bien parti aussi comme les rosiers. En fait hiver, automne, hiver ça part très bien. C'est très bien. Et puis après arrive le printemps et là c'est plus difficile. Donc à voir ce que ces boutures de rosier vont donner. J'espère sincèrement que ça va reprendre correctement parce que les feuilles du framboisier moi j'utilise beaucoup en médicinal. C'est un utérotonique. Donc vraiment pour toutes les différentes phases de vie des femmes c'est vraiment très intéressant. Et puis pour les framboises clairement qu'on se le dise. On veut de la framboise. Voilà. Les limaces, parlons des limaces. J'en ai clairement chié que les limaces, il n'y a pas d'autre mot. En fait, je paillais tout au long de l'année.
pensant bien faire, voilà, principe de permaculture, de couvrir son sol, broyat, paille. Et en fait, chez moi, c'est pas du tout adapté. Ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un nid à limaces. Le broyat, le paillage, c'est tout ce qui couvre le sol, en fait, c'est un nid à limaces. Et ça a été vraiment catastrophique dans le sens où l'automne dernier, j'ai acheté 10 plants de monarde d'idyme. Donc un petit budget quand même, hein, on va pas se le cacher. J'ai planté, j'ai mis du broyat. Et puis il y a tout qui a mouru. Voilà. Tout s'est fait bouffer par les limaces. Donc bah voilà, de l'argent jeté par les fenêtres, clairement. Donc là, j'étais vraiment envahie de limaces, mais vraiment, vraiment. Je pèse mes mots, mais j'étais vraiment envahie de limaces. Donc j'ai enlevé quasiment tout mon paillage là. Ouais, j'ai tout enlevé. J'étais à la cueillette de limaces matin et soir. J'ai aussi bien désherbé, j'ai pas encore totalement fini, mais vraiment désherbé pour pas, parce qu'en fait à un moment donné, avec les différents travaux que j'ai, enfin c'était un peu, j'étais débordée et j'ai laissé trop pousser, c'était enherbé de partout, donc j'ai tout passé à la main. J'y suis allée là pendant les 15 jours d'avril, là j'ai vraiment, mais waouh, c'est vraiment du taf à fond. Tous les jours au jardin, désherber. Heureusement, il a fait quand même beau, c'était agréable. Donc j'ai pu désherber à fond parce qu'il y en avait partout. Et c'était pas possible, quoi. J'allais planter mes petits pois. Mon Dieu, je me suis dit, mais encore une fois, je vais pas avoir de petits pois, c'est pas possible. Pourtant, j'ai acheté des nouvelles semences de petits pois, j'en ai mis plein à germer. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai quand même pas planté mes petits pois qui vont tous se faire bouffer. Donc, j'ai cherché différentes solutions pour faire barrière aux limaces. Alors les trucs lambda qu'on me dit, genre les orties, les coquilles d'œufs, les cendres et tout, laissez tomber, hein. Moi, mes limaces, elles n'en ont strictement rien à cirer. Mais vraiment rien à cirer. Donc, j'ai tenté le purin de limaces. Clairement, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, hein, de faire du mal à un être vivant. Mais là, à un moment donné, en fait, quand tu vois tous tes bébés, et même parfois les grosses plantes qui se font bouffer jusqu'à la moelle, parce que les limaces elles bouffent jusqu'à la moelle, elles ont aucune conscience, elles. Genre les chevreuils ça bouffe les 2-3 bourgeons, ça te mange pas toute la plante. La limace elle rentre au creux de ta plante et elle bouffe l'intérieur de ta plante. Mais c'est horrible. Donc c'était pas possible, c'était plus possible. Donc j'ai tenté le purin de limaces. Apparemment beaucoup de maraîchers font ça. Et je crois que ça n'a pas marché. Donc, j'ai mis mes limaces en pleine... Mes petits pois en pleine terre. Mon frère m'a fait une super structure. Vraiment trop bien. Je suis très contente. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais tenter de mettre mon purin de limaces qui était prêt. Et puis, quand même, le soir, je suis allée vérifier. Et il y avait des limaces sur les limaces mortes. Et donc, ma soeur, elle a regardé sur internet. Elle m'a dit, il y a des limaces qui sont cannibales, quoi. Donc je me suis dit en fait ça se trouve mon purin de limaces a attiré des limaces. Donc honnêtement je sais pas si je recommencerai le purin de limaces parce que moi mes limaces c'est des warriors, je sais pas. J'ai des limaces particulières, elles se bouffent entre elles bouffent tout, enfin il n'y a rien qui les dérange, Donc bah il n'y a rien de mieux que d'aller à la cueillette de limaces. Et donc moi je les mets à mon compost ou plus loin encore. Voilà, c'est ce que je fais. Parce que dans le compost là actuellement il est vraiment plein. Il y a tous nos déchets alimentaires. Et puis bah tout le désherbage que j'ai fait, tout ça. Et puis le jardin on reste, hein, parce qu'il y a d'autres, on débroussaille tout ça, on entretient. Donc voilà, je les mets là-dedans. Et pour le moment mes petits pois se portent bien. Pour le moment. Voilà, ils commencent à grimper au grillage, ils viennent chaque jour de plus en plus puissants, forts. Donc voilà. J'ai aussi j'ai tenté de planter quelques immortelles qui étaient prêtes. Et il y en a certaines qui ont commencé à se faire grignoter. Mais j'ai eu l'idée de mettre beaucoup de confiture par-dessus là. En attendant qu'elles prennent qu'elles grandissent davantage. Voilà. Elles sont protégées. Donc voilà, les limaces c'était vraiment un fléau là. J'en dormais pas la nuit. Hein. Je vous jure que je faisais... Au moment où je me disais...
peut-être qu'il faut que je me lève pour aller voir s'il n'y a pas les limaces qui sont en train de bouffer mes petits pois. Je me suis dit, oh, ça se trouve demain je vais me réveiller, mes petits pois, il n'y aura plus rien. Enfin bref, c'est en fait des cauchemars quoi. Donc voilà pour les limaces. Je commence, enfin là pour le moment ça va, franchement, de ce qu'il y a eu, ça va. Mes pommes de terre poussent bien. Les patates, donc j'ai mis 4 variétés différentes. Il y en a 2 qui étaient prévues et le reste non. Je vais vous expliquer. Donc j'ai mis des, je retiens pas les noms, des rosabelles parce que ma mère elle veut des rosabelles. Donc là j'ai fait sur gazon. J'ai tondu à rack à des broussailleuses. Comme l'année dernière, j'ai mis ma patate, j'ai recouvert un petit peu de terre et j'ai mis du foin. Donc pour le coup il y a pas mal de limaces là-dedans. Voilà, dès qu'il y a du foin il y a de la limace, hein, clairement. Mais voilà, ça empêche pas trop les patates de pousser. Sur une autre parcelle où j'avais fait une lasagne l'année dernière, donc il y avait de la terre, donc j'ai fait des tranchées et puis j'ai mis mes patates dedans. Donc j'ai mis de la pompadour, je sais plus, un truc comme ça. Et puis sur l'autre partie, j'ai mis de la chéri. En fait, c'est un sac de pommes de terre que j'ai récupéré chez mon copain qui ne mangeait pas ses patates. Il était tout neuf, il était même pas ouvert. Et elles étaient vraiment clairement en train de germer et tout, donc c'était plus le moment de les manger. Donc moi dans ma valise j'ai ramené le sac de patates chéri. Et je l'ai planté parce que je me suis dit allez là, voilà, peut-être que ça va bien donner et tout. En plus c'est des patates bio donc certainement. Bon, en tout cas elles sont super belles là. Au niveau du feuillage c'est très beau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis désolé, il y a un tracteur, une voiture qui passe là. Un petit tracteur. Et puis cette semaine encore, j'ai encore planté des patates. C'est mon père qui a ramené de la rate à ma mère. Mais elles étaient en train de germer aussi. Donc j'en ai planté une partie au jardin. Pareil sur gazon. J'ai quand même donné un coup de bêche pour enlever le plus gros. Ensuite j'ai mis mes patates et j'ai mis de la terre et puis de la vieille paille là. Voilà. Voilà, donc les pommes de terre se portent pas trop mal aussi. J'ai fait mes premiers semis aussi en pleine terre, carottes, betteraves, navets, des fleurs aussi. Donc là je vous dis ça fait un moment qu'il n'a pas plu aussi. Il a fait très beau, assez chaud et il n'a pas plu, donc j'ai un peu arrosé, mais là comme je sais qu'il va bientôt pleuvoir, j'arrose plus. Et puis il fait bien froid là. Voilà, donc ça a du mal aussi je pense un peu à lever. J'ai planté l'avoine également. Voilà pour le jardin qui... Voilà, j'ai repris le dessus pendant ces 15 jours de congé. Enfin, congé, bien sûr, c'est un grand mot, vu ce que j'ai à faire. Mais voilà. Il y a eu des dégâts, il y a eu des ratés aussi. Mes sauges officinales ont clairement morflé. Il a bien plu, automne-hiver, et j'ai un sol très argileux, compact. Et les sauges officinales n'ont pas du tout aimé. J'ai perdu quasiment toutes mes sauges officinales. Donc, dans un peu la précipitation, j'ai fait 2 boutures de mon plant de sauge préféré que j'ai mis dans la serre. Évidemment, elles ont repris. Donc je suis très contente. Voilà, j'ai notamment une des 2 qui est vraiment très très belle. Qui a bien repris, et puis là j'ai racheté du coup 2 pieds de sauge que j'ai mis dans la serre aussi, parce qu'en fait la serre est surélevée, le sol est beaucoup plus léger, et j'ai aussi travaillé le sol. J'ai quand même mis des billes d'argile qui me restaient, du sable un peu, enfin de la terre à cacter qui était là depuis 10 années, enfin on l'a même déménagé donc bref, un peu pour alléger le sol, pour être sûr qu'elle soit bien. Les hélicrises italiennes ont aussi morflé à fond. Je sais pas si c'est le sol et les limaces. Donc j'ai racheté un plant d'hélicrise italienne parce que j'utilise surtout pour les bouquets, les fleurs séchées, un peu pour le placenta lotus, mais comme j'en vends pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup besoin. Mais c'est surtout pour les fleurs séchées que j'utilise. Et je trouve ça très beau au jardin. Enfin, j'aime beaucoup l'hélicrise italienne. Donc voilà, l'hélicrise italienne, j'avais 2 vieux plants qui ont clairement morflé et j'avais acheté 4 plants plantés aussi à l'automne. Et les limaces ont tout mangé. Voilà. Alors, moi, il y a des trucs, franchement, je me dis, il y a des plantes, tu vois, genre aromatiques, puissantes, comme l'hélicrise italienne, qui sont vraiment, tu passes à côté d'elles,
tu la sens la plante. Elle est vraiment... Et je me dis ça, les animaux généralement ils aiment pas. Bah, moi mes limaces elles en ont rien à cirer. La moindre petite verdure là qui pousse, le petit bourgeon qui fait coucou, une lueur d'espoir, elle le bouffe. C'est impressionnant. Voilà. J'ai planté des dahlias aussi. Oui. Donc l'année dernière j'avais acheté des dahlias sur le tard parce que j'avais vu des promos chez Promesse de Fleurs, donc j'avais acheté. Et puis là il y avait d'autres promos chez Promesse de Fleurs, donc j'en ai profité aussi parce que c'est trop beau les dahlias. Donc j'ai fait une petite rangée de dahlias, voilà, qui finalement commence à bien s'étoffer. Donc j'ai hâte de voir tout ça fleurir. Les semis, bah, bien sûr ont commencé. Quoi vous dire là-dessus, bah... Mes semences commencent à vieillir globalement, la majorité, hein, et je vois bien que ça lève beaucoup moins bien. Donc, et puis en plus il fait pas hyper chaud, puis moi j'ai pas des hyper bonnes conditions pour les semis parce que j'ai pas du tout de serre. Enfin là j'ai quand même acheté un châssis de jardin, donc j'essaye de mettre pas mal de choses dedans, mais c'est pas non plus archi, il est pas très grand quoi. Donc je trouve que ça a du mal à lever cette année. Voilà, c'est mon impression, ça a du mal à lever. Alors est-ce que c'est mes vieilles graines? Voilà, sûrement. Là, clairement, il fait vraiment pas très très chaud. Hein. Donc mes tomates fraîchement plantées, un petit peu froid. Je pense qu'elles vont pas trop se précipiter pour sortir de terre. Voilà. Après, je vois vraiment que les semences que j'ai achetées cette année germent plutôt vraiment bien. Vraiment aux autres. Donc là, en fait, je suis vraiment en train d'écouler mon stock. Je fais en sorte de mettre de semer, de voir ce qui lève, et puis ce qui lève pas, bah en gros là j'ai fait 2 petites parcelles où j'ai fait des semis à la volée et je mets toutes mes vieilles graines quoi. Les gros on y va, on verra bien ce qui germe, ce qui germe pas, et c'est des semis à la volée. Voilà, on se débarrasse des vieilles semences, voilà, et puis si on a 1 sur 10 qui lève, et bah tant mieux, ça se verra au jardin et puis elle se reproduira avec des graines toutes neuves. Voilà. Voilà pour le jardin, j'ai déjà pas mal parlé hein. C'est déjà 30 minutes que je parle du jardin. Donc on va passer aux lectures et puis au tricot. Voilà. Alors, lecture. Donc je vous avais demandé sur Instagram. Donc sur Instagram pour me suivre c'est Au Jardin des Femmes. Voilà. Je tiens à préciser, comme je vous l'ai dit, que j'ai ma coiffure qui se perd en steak là. En fait je pense pas trop faire de vidéos sur YouTube parce que ça demande beaucoup de temps et que j'ai clairement pas beaucoup de... j'ai pas assez de temps, enfin j'ai pas envie de consacrer ce temps là à YouTube parce que clairement j'ai pas beaucoup de visibilité. C'est pas forcément un contenu qui plaît énormément, ce que je vois en tout cas par rapport au nombre de vues, et puis j'ai envie de faire d'autres choses. Enfin, voilà, il y a le travail au jardin, je vais travailler un peu avec mon père. Et puis, si j'ai des consultations qui arrivent, bon bah voilà, ça demande aussi du temps. Hein. J'ai des formations à terminer, que j'ai envie de terminer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tricoter, j'ai envie de lire aussi. Donc voilà, je n'arrive pas à être partout, il faut que je choisisse en fait. Et ce que je me suis dit par contre, parce que j'aime bien faire le format vidéo, j'aime bien les photos, donc j'aime bien partager, c'est quelque chose qui me plaît, et même si j'ai pas beaucoup de visibilité et que ça intéresse pas beaucoup de monde, bah moi ça me plaît de le faire, donc voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais pas forcément faire YouTube, mais j'allais rester sur Instagram, donc centraliser, bon c'est pas centraliser, c'est être focus sur une seule plateforme, pour partager du contenu, partager ce qui me plaît, ce que je découvre, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais me fournir un trépied pour mon téléphone et je vais faire des vidéos sur mon compte Instagram sous format réel. Voilà, des petites vidéos qui vont pas durer très longtemps. Je pensais faire une sorte de bilan 1 fois par mois. Qu'est-ce que j'ai tricoté, qu'est-ce que j'ai découvert qui m'a plu, mais en format assez rapide sur Instagram, voilà, pour continuer de partager. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Au Jardin des Femmes. Voilà. Les livres. Donc, plusieurs lectures. D'ailleurs, j'ai pas tout pris, mais tant pis. On m'a demandé aussi, parce que voilà, je disais sur Instagram, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous voudriez voir, de quoi vous voudriez que je parle? Je crois que c'est ça. Et à un moment donné, on m'a parlé d'alimentation. Alors, vaste question. Voilà, au départ, j'avais pas trop envie de m'exprimer là-dessus, sur la question d'alimentation, de la nutrition, parce que c'est un sujet touchy.
Et moi, j'ai pas envie que tout le monde vienne m'agresser du genre ah, j'ai dit ça, gna. Ok, m'en fous. J'ai fait beaucoup de chemin sur l'alimentation, la nutrition. Je suis passée par beaucoup de choses. Donc là que la vidéo s'est coupée, j'en ai profité pour enlever ma pince parce que ma coiffure semblait à plus à rien. Bref, on s'en fiche. Donc la question de l'alimentation, c'est une question complexe. À la fois, j'ai envie de dire, sur le plan humain, c'est peut-être assez simple finalement. Mais sur le plan éthique, politique, puis de ses propres croyances, c'est complexe. Voilà, parce que l'être humain est un être complexe. Voilà. Donc, j'avais pas trop, au départ, je voulais pas trop m'exprimer là-dessus. Enfin, pas exprimer ce que je pense réellement au plus profond de moi. Mais je vois que c'est quelque chose qui revient souvent. Louise, parle-nous d'alimentation. Bon, j'y réfléchis. Au départ, en fait, je voulais vous faire une vidéo ultra détaillée, bien pensée, bien construite. Puis j'arrive pas à faire ce genre de format, ça me demande beaucoup de temps. Puis finalement, je me lance jamais, quoi. Voilà, parce que je me dis, il manque toujours ça, il manque toujours ci, donc je le fais jamais. Voilà. Donc là, je sors le vlog et la prochaine vidéo, avant que mon abonnement de montage vidéo n'expire, je vous sortirai une vidéo sur l'alimentation. Voilà. Donc là, je vais vous présenter quelques bouquins que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, j'en ai plusieurs à vous présenter, 4 aujourd'hui. J'en ai d'autres en cours de lecture, mais voilà, je vous les présenterai sur Instagram. Alors, en lien avec l'alimentation, le mythe végétarien, nourriture, justice et pérennité de Lierkis. Voilà, donc ce bouquin qui est vraiment pour moi génial. Vous voyez qu'il est pas mal à noter. Voilà, je vais y arriver. Donc, de quoi parle le mythe végétarien? Alors, la table des matières nous dit les végétariens éthiques, les végétariens politiques et les végétariens nutritionnistes. Donc en gros, trois grands chapitres qui nous parlent, qui démontent le végétarisme. Voilà. Pourquoi ça sert? Pourquoi le végétarisme, le végétalisme, le véganisme ne sauveront pas le monde? Voilà, c'est... On dirait pas plus. Il est vraiment très très bien. C'est vraiment un bouquin qui pour moi devrait être lu par vraiment beaucoup, enfin la majorité quoi si possible. Il est vraiment très bien pensé. Lierkis a été pendant plus de 20 ans végétalienne et même végane. Enfin moi je connais les concepts végétarisme, végétalisme et véganisme. Le végétarisme et le végétalisme sont des régimes alimentaires. Le véganisme c'est autre chose, c'est pas que le régime alimentaire, c'est aussi une manière de penser le monde, une manière de s'habiller, une manière de consommer, de voir aussi les animaux. Voilà, il n'y a plus d'animaux domestiques non plus. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de plus complexe encore le véganisme. Bref, ce bouquin est vraiment très très bien. Et même la directrice de l'école où je travaille l'a lu aussi, parce qu'elle m'a vu le lire, elle dit oh trop bien machin tout, je vais le lire. Donc elle l'a lu et elle m'a dit qu'il était bien, mais qu'il y a des petites choses un peu complexes quand même. Pour autant, moi j'ai trouvé vraiment très facile à lire, mais il faut savoir quand même que j'ai quand même, j'ai derrière moi 5 ou 6 ans de bagages au niveau de la compréhension de la physiologie du corps, de l'alimentation, voilà. Donc c'est vrai que maintenant je suis plus très objective pour dire en fait ça c'est simple à lire, parce que pour moi ça paraît simple, mais en fait pour la majorité c'est peut-être plus complexe parce qu'il n'y a pas des notions qui sont acquises. Donc moi je le trouve quand même simple à lire, simple de compréhension, mais c'est vrai que peut-être que si vous savez rien du tout sur l'alimentation, peut-être que ça va être un petit peu, il faudra faire quelques recherches pour davantage comprendre ce que veut dire l'autrice. Voilà, mais ça c'est vraiment un très bon bouquin, ouais, vraiment très très bien, ouais, voilà, lisez-le. Ensuite, dans la même veine d'alimentation, il y a Libérez-vous des fringales de Julia Ross. Donc Julia Ross était mentionnée dans le livre de Lierkis, et puis moi dans mes autres recherches aussi autour de l'alimentation, tout ça. Je l'avais déjà vu aussi, je sais plus où, mais il y avait une autre personne, une autre autrice qui l'a mentionné. Donc voilà, Libérez-vous des fringales.
rééquilibrer la chimie de votre cerveau. Donc celui-là en fait justement il parle d'alimentation aussi, c'est plus complexe, plus pointilleux. Julia Ross, c'est une américaine qui est spécialisée dans la chimie cérébrale, au niveau des neurotransmetteurs, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'il faut apporter au niveau nutritionnel pour qu'en gros ça se passe bien. Et donc si jamais le sujet de l'alimentation vous intéresse, en gros elle ne recommande pas un régime végétarien ou végétalien. Voilà. Et en fait quand on regarde, quand on lit des gens qui sont spécialisés dans la chimie du corps, puis même quand on regarde au niveau de la biologie, comment est fait le corps humain, au niveau des hormones, c'est des protéines et du cholestérol, tout est dit quoi. Voilà. Et après, enfin bref, celui-là est un peu plus complexe hein, clairement, mais très intéressant pour comprendre plein de choses sur pourquoi on a des fringales, pour des problèmes de sommeil, des problèmes de poids. Voilà, et Julia Ross aussi, donc elle a une clinique aux États-Unis et elle a fait un autre bouquin mais qui n'est pas traduit en français sur l'accompagnement de l'anorexie, de la boulimie. Pour au niveau du coup des neurotransmetteurs aussi à travers l'alimentation. Et elle, pour elle en fait vraiment l'anorexie, la boulimie c'est vraiment aussi un gros problème nutritionnel en fait. Il y a des carences au niveau des micronutriments et tout, et donc ça crée une problématique au niveau des neurotransmetteurs. Donc vraiment elle s'est spécialisée là-dedans. Donc très très intéressante comme nana. Voilà. 2 livres que je suis en train de lire. En fait je suis en train de lire plusieurs livres en même temps actuellement. C'est pas quelque chose que je fais habituellement parce que j'aime bien terminer un bouquin puis voilà, passer à un autre, mais pas être sur plusieurs choses en même temps. Mais là en fait comme j'ai pas assez de temps puis j'ai envie de lire trop de trucs, voilà. Donc Franck Ledoux, Comprendre l'enfance et l'aimer, aux éditions Amiris. Donc Franck Ledoux, c'est un médecin généraliste homéopathe, acupuncteur, enfin bref, il fait plein de trucs. Ça a été mon médecin en fait pendant plusieurs années. Et il a écrit plusieurs livres, notamment La grossesse, un don sacré, qui est très très bien, qui parle de l'accompagnement de la grossesse au niveau phytothérapie, gémothérapie, homéopathie. Et il a écrit un autre bouquin aussi sur, il a coécrit un autre livre sur justement la gémothérapie. Voilà, et donc là c'est un livre sur l'enfant, le développement de l'enfant. Et très très bien, vraiment, enfin moi j'aime beaucoup Franck Ledoux. On sent quand même, je trouve, hein, moi c'est quelque chose qui me dérange, mais pas au point de ne pas lire le livre, mais qu'il y a un aspect un peu religieux derrière. Sur certaines choses en fait. Et ça, moi, ça me dérange de... Enfin, voilà, je suis pas... J'ai rien contre les religions. Enfin, je veux dire, j'ai été élevée dans le catholicisme. J'ai fait tous mes sacrements, là, voilà, jusqu'à la profession de foi. Donc, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai un rapport particulier avec la religion. Mais... je sens derrière certains mots, certaines phrases de Franck Ledoux qu'il y a la religion qui vient, quoi. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Voilà, c'est une impression. Mais en aucun cas, ça n'empêche la lecture de son bouquin, hein, qui est très, très intéressant, sur le développement physiologique de l'enfant. Donc après, ça nous permet de nous rendre compte, c'est quoi les besoins de l'enfant, en fait. Étape par étape, en fait. Et vraiment très très bien. Vraiment très intéressant ce livre. Que je recommande aux familles, voilà, et pas que, hein, aux gens qui sont passionnés aussi, mais très intéressant, très bien. Il n'est pas très gros en plus, et non, il se lit bien, Il y a beaucoup aussi de... Docteur Ledoux, en fait, il parle de comment la physiologie de la personne fonctionne, et ensuite il donne des pistes, des clés au niveau phytothérapie, gémothérapie. Voilà, ça c'est son dada. Il va pas trop parler d'alimentation, nutrition. Voilà, pas tant que ça en fait. Voilà. Et celui que j'ai lu, qui n'était pas sur ma liste et j'ai découvert quand on a été à Biarritz, dans une librairie, s'appelle Utérus, cet organe méconnu au pouvoir extraordinaire. Je ne sais pas comment prononcer la dame qui a écrit ce livre. Lee Hazard. Voilà. Et lui. Alors,
Quoi dire de ce livre? Alors, il parle de quoi? Il est pas mal à noter aussi, hein. Il parle de l'utérus, des règles, de la conception, de la grossesse, contraction, travail, deuil, césarienne, postpartum, santé, ménopause, hystérectomie, reprocide, pardon, utérus du futur. Voilà. Donc, l'autrice est une sage-femme doula. Voilà. Diplômée de la prestigieuse université de Harvard en littérature, elle devient doula puis sage-femme. Voilà. Donc vraiment, en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le parcours de cette femme, qui est juste trop bien, quoi. C'est hyper inspirant. De voir un petit peu sa manière de penser justement l'utérus. Et il y a des choses dedans, comment dire, je trouve très intéressantes. J'ai découvert des choses vraiment très intéressantes que je voudrais aller creuser justement après. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Enfin, en fait, c'est vraiment très ambivalent ce bouquin. Et j'aime ça, en fait. J'aime le fait que je suis pas d'accord avec tout. Et du coup, ça me fait réfléchir. Voilà, ça me fait réfléchir. J'aime bien. J'aime bien être bousculée un peu dans mes croyances, dans mes convictions. Voilà, ça j'aime bien. Et je trouve que c'est bien fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est très intéressant. Vraiment bien amené. Il y a des petites choses avec lesquelles je suis pas d'accord, comme je vous disais. Et j'aimerais bien plus revenir dessus, peut-être dans une vidéo, dans un réel sur Insta, pour voilà, vous lire des passages et puis vous dire moi ce que j'en pense. Il y a des petites choses aussi sur le cycle ovulatoire qui sont pas hyper correctes. On voit vraiment, comment dire, l'enseignement de la sage-famerie qui est retranscrit dans ce livre, dans les connaissances en fait un peu trop normées, on va dire. Voilà, mais globalement il est pas mal, hein, vraiment. C'est une chouette lecture. J'aime bien, ça me bouscule. Voilà pour les lectures. Je vais me dépêcher pour vous parler tricot parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Donc, est-ce qu'on peut dire que je l'ai terminé? Pas vraiment. Presque. Le cardigan. Cardigan comment? Je sais pas les noms. Comment il s'appelle? Ça fait longtemps aussi que je l'ai fait. Je sais plus où il est. Zut, frotte de bic. C'est le cardigan de My Favorite Things Knitwear. Donc, voilà, avec la laine que m'avait offerte ma grand-mère. C'est de la laine Langyarn, bébé alpaga. Donc, j'ai mis des boutons qui sont trop petits. Voilà, ils sont trop petits les boutons. Il fallait 22 mm, puis sur Rascol il n'y avait plus la 22 mm, donc je me suis dit je vais prendre 18, ça va aller, ben non. Voilà, donc je me suis cassé les fesses à mettre les boutons qui finalement il faudra que je les enlève et que je recommence. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Il faut toujours que je fasse quelque chose dans la précipitation puis que finalement ça n'aille pas et il faut recommencer. Donc il me reste les manches aussi à mettre qui sont en cours de tricot. J'en ai fait une sur les deux. Voilà la petite manche. Donc je vais terminer la deuxième bientôt et je vais pouvoir les coudre sur mon gilet. Il ne me restera plus qu'à modifier les boutons. Je l'ai déjà porté quand même plusieurs fois parce que il y a eu la photo de classe et je l'ai mis avec une robe et je l'ai attaché en fait avec une ceinture assez épaisse, donc c'était très joli. Il est chaud et il tombe très bien. J'ai fait la taille 2 ou 3. Voilà, et ça c'est vraiment très bien. J'ai pris vraiment voilà, faire en sorte qu'il soit vraiment, à la base c'est un gilet qui est très ample, hein, qui est large, et vraiment je voulais vraiment cet aspect là aussi. Voilà, je voulais pas qu'il soit trop petit parce que souvent je fais toujours trop petit, que ce soit les pulls ou les gilets, enfin les pulls, c'est la première fois que je fais un gilet. Donc là je voulais vraiment qu'il soit à la bonne taille, voire un petit peu plus grand, parce que comme ça c'est un gilet que je peux mettre aussi à la maison au-dessus d'un autre pull pour pas voilà, pour me chauffer. Les manches sont quasiment la même taille, mais celle-ci elle est un petit peu plus petite. Voilà. J'arrive pas à faire les manches de la même taille. C'est trop difficile. Mais bon, voilà. Donc je remonte parfois un petit peu les manches au niveau des côtes, donc je trouve ça aussi très chouette, très joli, très mignon.
Voilà pour ce premier gilet. Je vous en ai déjà parlé, hein, il me semble, avec la boutonnière en jersey double. Je pense à ça parce qu'en fait tout à l'heure, avant de venir vous parler, j'étais en train de monder de la mélisse et devant le dernier podcast de Marine de Cocon Vert, qui a fait un gilet aussi de tricot meringue en test, et elle a fait une boutonnière en jersey double, et c'est vrai que moi aussi c'est ce que je préfère. Je trouve que ça fait vraiment un fini très pro, très propre. Et elle a bénéficié de la vidéo de tricot meringue dans le patron, mais c'est vrai que moi j'ai dû me débrouiller, et voilà, j'avais trouvé une vidéo en anglais qui montrait un petit peu. C'est vrai que c'était assez complexe dans le patron de la designeuse, c'est pas bien expliqué, je trouve, j'ai pas du tout compris, mais je me suis aidée des vidéos YouTube. Voilà. Voilà pour ce gilet, quasiment terminé. Ensuite, avec la même laine, je suis en train de faire le Sophie Shawl de Petite Knit. Donc je suis quasiment arrivée à la moitié. Voilà, parce qu'en fait il me reste de la laine, et donc je me suis dit je vais me faire une écharpe avec, pour vraiment terminer la laine. Voilà, donc je suis à la moitié du Sophie Shawl. Donc avec la laine qui me reste, je peux faire la deuxième taille. La deuxième taille du Sophie Shawl qui fait... attendez que j'arrive. Oui. Qui fait 210 mètres. Voilà. Hop. Donc je suis autour des aiguilles de 4,5. Normalement c'est 5. Mais comme moi en plus... bah non, mais je devrais pas dire ça en fait. Normalement c'est 5, mais moi je fais sur du 4,5. Bah, c'est pour aussi respecter la dimension de la laine. Je trouvais que ça allait mieux 4,5 que 5. Voilà, c'était un peu plus serré, je préférais. Voilà pour ce Sophie Shawl, donc très simple, hein. Voilà, c'est comme la Sophie Scarf, mais en plus grand tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal, c'est un petit projet que j'ai parfois à côté et que je peux prendre quand j'ai pas envie de faire un autre projet tricot. Je fais celui-là et je l'avance bien. Et finalement je m'étais dit je l'offrirais peut-être à une de mes sœurs ou quoi, parce que la couleur me plaisait pas tant que ça en fait. Bordeaux, je sais pas, j'ai l'impression que ça me va pas tant que ça. Mais en fait la texture de l'écharpe là, elle est trop doudou, trop onctueuse là. Et je me dis je vais la garder pour moi en fait. Voilà, dans mon petit sac Teddy de Petite Knit aussi. Voilà, que j'avais acheté le kit sur Lily comme tout, que j'aime beaucoup. Voilà, et j'aimerais bien m'en refaire un plus grand en fait, avec peut-être un dégradé de couleur, pas forcément de la laine bouclée, parce que la laine bouclée c'est quand même très compliqué à tricoter, hein. C'est assez chiant, on voit rien. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un joli rendu, c'est très fluffy. Voilà. En fait sur le tricot en ce moment, j'essaye de terminer des choses et de pas trop en commencer d'autres. J'ai commencé quand même un nouveau projet parce qu'en fait c'est quelque chose que... c'est l'excuse, hein, je vais offrir. Donc je l'ai commencé parce que c'est pour l'anniversaire de ma petite sœur en juillet. Et comme j'ai plein de choses à faire, je commence assez tôt pour être sûre de pouvoir qu'il soit terminé à temps. Donc qu'est-ce que je fais? Alors attendez, je prends le patron. Là. C'est un design qu'elle a choisi dans les patrons que j'avais mis dans mes favoris. Voilà. Ça me permet après, ça me permettra par la suite de le refaire pour moi. Voilà. Alors, il s'agit d'un design de... alors, je ne saurais pas prononcer son nom. C'est le Gal Sweater de Masha Ziablikova. Ça doit être une slave, vu son nom. Que j'ai vu passer sur Instagram à un moment donné. Voilà. C'est un très très beau pull. Je vous mettrai la photo quelque part là dans l'encadré. Donc c'est un pull tout en dentelle avec en fait qui se tricote d'une manière assez particulière. Il se tricote du coup c'est avec du mohair en double, en aiguille 5 mm. Donc j'ai pris de la Kit Silk de Drops en couleur, c'est la première couleur là, cette couleur là, crue un peu. Écru, voilà, je trouve. Écru. Voilà. Donc en fait, on commence par les manches. Alors attendez, je vais faire pause parce qu'il y a le tracteur qui arrive.
Alors je vous disais que c'est une construction particulière que j'ai jamais vue, jamais fait encore. On doit commencer par les manches. Voilà, donc on fait les manches, soit les deux ensemble, soit toute seule. Donc moi je fais une manche par une manche, donc là c'est la première. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait les manches, on va commencer, en fait on commence par le bas du pull et on remonte. Et à un moment donné, quand on va arriver au niveau des aisselles, en gros, on va intégrer les manches. Voilà, donc en fait on va pas les rabattre les mailles au niveau des manches, on va mettre sur un Scooby-Doo ou un fil quoi. Et en attente. Et donc ensuite on fait du bas vers le haut, pardon. Voilà. Pour la taille des manches, moi j'ai fait plus petit. Donc ce qui est bien, c'est que sur le patron, elle propose 2 tailles pour les manches. Parce que sinon en fait elles peuvent être très longues et quasiment cacher les mains. Et donc là ma petite soeur elle voulait pas, voilà, elle voulait des manches taille normale. Est-ce que tu arrêtes de râler? Dis. Petit minou. Oh, petit minou. Tu veux des câlins? Petite Nédite. Oui, 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 oui. Donc, je vais vous montrer un petit peu la dentelle. Que je trouve très jolie. Je sais pas si on va voir grand chose. Donc c'est un jeu de mailles, des jetés en fait, et puis des mailles ensemble. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc on a un petit diagramme qu'on suit, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais vous montrer le gros minou. Donc ça c'est Edith. Edith qui râle tout le temps parce qu'elle veut des câlins. Voilà. Voilà, voilà. Des câlins, des câlins. Normalement c'est mon frère qui lui fait des câlins, mais mon frère il est pas là. Elle est toujours en train de lui grimper sur le dos. Madame, dis. Tu veux pas, là tu es en train de tourner la vidéo? Ben oui. Comment je fais moi? Tu peux pas parler? Montrer les tricots? Bon, 2 petites choses à vous partager. Oups, c'est là. Alors. Donc, un tricot qui est pas encore terminé, mais quasiment. Mais en fait, c'est parce que j'ai acheté de la laine. J'en ai pas acheté suffisamment parce que j'ai pas bien calculé mon coût au niveau du patron, du modèle. Et donc, j'ai racheté de la laine, mais j'ai pas acheté la bonne couleur. Et donc, il me manque toujours la laine. Et en fait, je compte racheter cette laine quand je vais acheter, la laine que dont j'ai besoin pour un autre projet. Donc, parce que je ne veux pas passer une commande pour une balle de laine, quoi. Voilà. Donc j'attends que j'avance bien dans mes tricots pour pouvoir ensuite passer à mon autre projet. Donc il s'agit du Marseille Sweater Junior de petite knit en taille 3-4 ans ou non, je sais plus si c'est 3-4 ou 2-3. Je sais plus. J'ai surligné, mais je sais plus si j'ai fait celui-là ou l'autre. Je crois que j'ai fait 3-4 ans. Oui. 3-4 ans, voilà. Donc c'est de la laine Fonti bébé mérino, qui est magnifique cette couleur. Trop belle. J'adore. J'adore cette couleur. Donc je ne vais pas l'offrir parce qu'il est trop beau. Et je le garde. Si jamais un jour j'ai des enfants. Voilà, parce qu'il est trop beau quoi. Il est trop beau. Voilà, voilà. Donc le Marseille Sweater est censé être avec des rayures. Mais moi je voulais simplement, j'ai acheté le modèle parce que je le trouvais très joli. Je voulais que ce soit un modèle donc pour enfants tricoté en rond. Et voilà. Et j'ai prévu, j'avais acheté de l'autre laine pour faire avec les rayures en jaune et blanc. Voilà, un jour prochain. Donc ce Marseille Sweater attend encore 2 balles de laine pour pouvoir terminer sa manche et le bas du corps. Voilà, mais j'adore la couleur, elle est magnifique. Alors attendez, la couleur, c'est la numéro
931. Fonty bébé mérino. Voilà. 931. Voilà, voilà. Donc c'est sur des aiguilles, je fais 5 mm. Voilà. Pour ça. Et vraiment... je crois que je l'ai fait en double. Oui. Je vous ai pas dit ça, mais... Ouais, parce que c'est 2,5, 3. Donc je la tricote en double. Voilà. Et vraiment, elle se place très bien. La bébé mérino, elle est très belle comme laine. Vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Et les couleurs qu'ils ont, elles sont splendides. Surtout celle-là. Voilà. Alors ensuite, je voulais, pour terminer, un petit gilet sur lequel je suis depuis un moment. Parce qu'en fait, je bidouille. C'est un gilet que j'ai trouvé le modèle. En fait, je me suis inspirée du modèle d'un catalogue de fil d'art. Donc pareil pour enfants. Et puis, donc je fais pas du tout, je prends juste les mesures, les tailles, le nombre de mailles, tout ça pour m'en inspirer. Mais sinon, en fait, je fais vraiment avec mes restes de laine. C'est ça l'objectif de départ. Et donc, j'ai fini une manche. Mais la manche, à l'intérieur, en fait, on le voit que à l'intérieur. C'est un peu... Enfin bref, j'ai bidouillé. Mais je suis sûre que ça, je pense pas... Enfin, franchement, ça gênera pas. Donc, enfin, j'espère. Mais sinon, je le trouve trop mignon, ce gilet. Voilà, donc avec mes restes de laine, voilà une manche, la laine bouclée ici, elle est trop belle. Voilà, donc le corps du gilet. Donc là, il faut que je termine la deuxième manche avec voilà, la laine qui me reste. Normalement, j'ai gardé suffisamment de laine pour pouvoir faire exactement pareil. Mais bon, c'est jamais avec moi, on verra. Et ensuite, je vais faire une boutonnière. Relever les mailles, en fait une boutonnière en jersey double, voilà, pour faire vraiment un fini propre, et puis il sera terminé, et je suis sûre qu'il va être trop mignon, quoi. Il va être unique, ce petit gilet, unique. Voilà. Voilà pour ce petit gilet. Et donc à l'intérieur, en fait, si vous voulez, j'ai pas bien fait les diminutions, et donc on a voilà, ça fait un petit peu un rebiquement comme ça. Puis c'est pareil, j'ai galéré à coudre la manche là. C'était la galère parce que j'ai fait un peu des fronces. Voilà, on voit ici. Moi je trouve ça très mignon, hein, ça me dérange pas du tout, mais bon, c'était un peu la galère. Donc voilà pour ce petit gilet. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va se laisser là-dessus parce que j'ai pas mal parlé. Et on se retrouve dans une autre vidéo justement à propos de l'alimentation, de la nutrition. Voilà. J'espère que chez vous tout se passe bien, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis si c'est pas le cas, que ça ira mieux prochainement. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur mon compte Instagram, au Jardin des Femmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!